Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour présenter ce tout nouveau webinaire organisé par Sodexo Pass France sur ce sujet brûlant, le stress financier des salariés, comment le réduire. Je vous rappelle que Sodexo Pass France est l'activité avantage aux salariés du groupe Sodexo. Et puis ce sujet, il est très important, en tout cas c'est une préoccupation majeure des ressources humaines, en tout cas pour ces directeurs des ressources humaines dont vous faites peut-être partie, vous qui nous avez rejoints sur ce webinaire. Alors le stress financier, c'est quoi exactement? Combien ça coûte à l'entreprise? Comment on le détecte? Comment on le traite? Comment en amont on peut essayer de l'éviter? Existe-t-il d'ailleurs des solutions efficaces qui ont fait leurs preuves, qui peuvent être mises en place dès à présent? Eh bien, c'est autant de sujets et de questions qu'on va poser à nos experts du jour. On est ravis d'accueillir sur ce plateau Cécile Ferlandin. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Libellule et vous avez mis en place des solutions justement pour réduire ce stress financier. Vous allez nous en parler dans quelques instants. À vos côtés, on continue avec Lydie Breton. Bonjour Lydie. Bonjour. Vous êtes directrice innovation sociale chez Sodexo France. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, Benjamin Honora. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes expert en gestion du stress financier chez Rosalie. Et justement, je vous propose, pour démarrer, de vous présenter l'un et l'autre et vos entreprises. On commence avec vous, Cécile. Bleu Libellule, c'est quoi? Alors, on vend des produits de coiffure et d'esthétique par le biais de nos magasins. On en a près de 250 en France, en Italie et au Luxembourg. Et on gère aussi tous les magasins Nix de France, qui sont 21 maintenant en France. Voilà, donc 250 magasins Bleu Libellule. Il y a quoi, une vingtaine de magasins Nix, c'est bien ça? Exactement. Combien de salariés en tout? Au global, ça fait près de 1200 collaborateurs entre le siège, notre partie logistique et les magasins. Et pour bien connaître votre population, on est sur quelle typologie justement de collaborateurs? On a essentiellement 3 métiers. Le métier de logistique, où on a à peu près 200 collaborateurs qui sont préparateurs de commandes jusqu'à caristes. Ensuite, on a toute la partie siège avec les métiers divers qui peuvent être gérés par un siège. Et la majorité de nos équipes sont en magasin, donc des équipes de vente avec des managers et des vendeurs. Équipe de vente, ok, manager, vendeur, on voit effectivement ce que c'est. Benjamin, Rosalie, alors est-ce que c'est une start-up? On peut encore la qualifier de telle ou ça y est, vous êtes devenu scale-up, vous avez grandi? C'est une très bonne question. On est une entreprise technologique, donc avec un ADN d'innovation au cœur, donc start-up, scale-up. Chacun sa définition. Rosalie, on est le leader européen du bien-être financier. On a la chance d'accompagner 200 clients aujourd'hui partout en France. La chance d'accompagner le groupe Bleu Libellule aussi. On est 30 collaborateurs. Partenaires de Sodexo Pass France. Bien sûr, j'allais le dire, on a 25 partenaires et un partenariat stratégique avec Sodexo. Et on est 30 collaborateurs et collaboratrices basés à Paris. On a levé 10 millions d'euros, donc on sera une 60-80 d'ici la fin d'année. Voilà, et vous accompagnez le bien-être financier, hein, c'est ça, des salariés à travers des solutions. On va pouvoir détailler dans un instant. Lydie Breton, alors directrice innovation sociale pour le groupe Sodexo. C'est un peu original comme titre. Racontez-nous ce que vous faites en tant que directrice de l'innovation sociale. Pour Sodexo, en fait, je m'occupe de la qualité de vie des salariés qui composent Sodexo France. Donc pour nous, c'est 25 000 salariés qui se sont répartis en France sur à peu près 3 500 sites. Et on parle, donc dans nos services de qualité de vie, il y a la restauration, il y a d'autres types de services comme la maintenance ou multitechnique. Donc c'est des cuisiniers, des caissières, des employés de service, des responsables de maintenance. Donc une population très large et finalement améliorer la qualité de vie de chacun, ça peut recouvrir beaucoup de situations très différentes. Et pourquoi c'est un sujet important? C'est qu'en ce moment, on le sait, on est en plein stress financier, je pense, les uns et les autres, mais surtout problématique de pouvoir d'achat. D'une manière générale, tout le monde est en train de regarder un petit peu ses fins de mois avec cette hausse, cette inflation. C'est vrai que c'est compliqué et bien évidemment, on va en parler, les salaires ne peuvent pas toujours suivre. Donc, comment on redonne du pouvoir d'achat, comment on améliore le bien-être de ces salariés, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous propose tout de suite de vous rappeler que c'est une émission, ce webinaire en direct, donc il est interactif. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. On va les prendre dans le dernier quart d'heure d'émission. On va, sans plus attendre, démarrer le sujet. On va s'organiser en 3 temps, si vous le voulez bien. Le constat sur ce que c'est que le stress financier, ensuite les solutions et puis les mesures de l'efficacité une fois qu'on a mis des choses en place. On démarre avec vous, Cécile, si vous voulez bien. Le stress financier, c'est quoi? Comment vous le ressentez? Chez Bleu Libellule, comment ça s'est matérialisé? Le stress financier, c'est réellement
ce que peuvent ressentir les collaborateurs quand ils ont une difficulté pour finaliser leur mois et qui se permettent, en tout cas, qui ont la chance de pouvoir l'exprimer, parce que beaucoup ressentent du stress financier sans en parler. Ça peut générer de l'absentéisme, mais surtout du mal-être. Et aujourd'hui, nos objectifs étant vraiment d'améliorer le bien-être global. Le bien-être au travail, c'est le bien-être de nos collaborateurs. On doit travailler ce stress financier. Mais particulièrement, c'est quoi? C'est l'angoisse des fins de mois? C'est l'angoisse des fins de mois. J'arrive pas à joindre les deux bouts? En fait, il y a les deux niveaux. Nous, en tant que DRH, on a la partie collaborateur et on a la partie aussi économique. Donc, on a le stress, nous, de pouvoir être efficace, de leur demander de l'efficacité pour pouvoir générer effectivement du chiffre d'affaires et donc améliorer les revenus. Et eux, ils ont le stress de boucler les fins de mois et de pouvoir envisager une vie parfois plus agréable. Bien sûr. Donc, et ça peut être, ça c'est le quotidien, et puis après ça peut être dans divers moments de la vie, de changements divers qui vont faire qu'ils vont avoir un stress ponctuel plus important d'un point de vue financier. Oui, on imagine aussi que plus il y a de stress et moins on est performant. Exactement. Quand il y a stress financier, ça veut dire qu'il y a aussi une activité qui baisse, de l'absentéisme. Comment ça se matérialise là aussi? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui montrent que voilà, ce stress, finalement, il dégrade la performance de l'entreprise? Le plus facile à regarder, c'est le taux d'absentéisme. Après, l'efficacité montre aussi la concentration. Quelqu'un qui n'est pas concentré va être forcément moins efficace au travail. Le mesurer, c'est compliqué. Est-ce qu'on a un intérêt réellement à le mesurer? Je pense pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir écouter nos collaborateurs et qu'absolument ils puissent exprimer ce stress pour qu'on puisse les aider, parce qu'on a des solutions. Donc le premier enjeu, c'est déjà qu'ils en parlent. C'est l'écoute, exactement. Lydie Breton, on voit baisse de la productivité. 50% des employés sujets au stress financier passent 3 heures ou plus au travail chaque semaine pour gérer ces problèmes financiers. Ça nous mange la tête, quelque part, ces problèmes de stress. Vous, même question, comment ça s'est matérialisé? Est-ce que des gens sont venus vous voir pour vous en parler? Nous, on a un service social, donc avec des assistantes sociales qui accueillent nos salariés, souvent par téléphone, et qui détectent très régulièrement ces situations de stress financier. On a fait le choix, nous, et c'est un peu ce que disait Cécile tout à l'heure, d'adresser en particulier ces moments de fragilité où ce stress financier il est exacerbé. Ça peut être par exemple à l'occasion d'un déménagement, mais après le Covid, on a eu de plus en plus de situations de violence conjugale. Donc là aussi, c'est des moments où la personne qui veut quitter ce foyer-là, elle est en grande tension. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, quelque chose quand même d'un petit peu plus positif. Ou alors quand vous vous retrouvez en situation d'aidance d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent. Ouais. Et donc à ces moments-là, on s'est dit, OK, nous, en tant qu'entreprise, on veut pouvoir accompagner les salariés qui se retrouvent dans ces situations-là. On sait bien évidemment que ça a un impact sur leur quotidien et sur le temps qu'ils y consacrent, mais aussi sur leur santé mentale, le bien-être qui est le leur ou pas quand ils sont au travail. Et puis... Vous avez aussi, par rapport aux proches aidants, je crois, vous avez mis en place des choses, une hotline, j'allais dire, peut-être pour détecter aussi les situations un petit peu critiques. Alors, c'est encore autre chose. On a une hotline, une ligne de soutien et d'écoute. Donc, où vous pouvez faire appel à d'autres assistantes sociales ou à des psychologues qui est extérieure. C'est une ligne qui est extérieure à l'entreprise et qui permet aussi donc de se sentir anonymisé, en sécurité, si on n'a pas envie que ça se sache dans l'entreprise. Une autre manifestation aussi, et Cécile m'a fait penser à ça, de ce stress financier, c'est qu'on a parfois des salariés, souvent des salariés et eux, qui refusent des augmentations ou des promotions parce qu'elles ne se sentent pas suffisamment disponibles pour le faire. Et finalement, adresser ces sujets-là, c'est aussi une façon d'améliorer l'équité dans notre organisation. C'est un sentiment de je ne vais pas y arriver ou j'aurai pas le temps, si je prends cette promotion, de m'occuper justement de ma famille, de peut-être mon père, ma mère, mes enfants. Exactement, c'est un peu des deux. Je sais que je ne vais pas avoir du temps à investir dans mon travail. Ouais. J'ai peur de ne pas du coup être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, donc je préfère dire non tout de suite. D'accord. Plus, on le sait aussi, des questions syndrome de l'imposteur, des fois, pas se sentir à la hauteur, qui est, je dois le dire, un petit peu plus féminin que masculin, où les hommes peut-être se mettent un petit peu plus en avant. Benjamin Honora, à propos de stress financier, vous avez une comparaison intéressante de notre niveau de stress en France, si on compare
aux Grecs en pleine crise financière. Expliquez-nous. Ouais. C'est très intéressant et un petit peu inquiétant aussi, Oui. ce que la Banque Centrale Européenne nous dit et décrit dans ses différents travaux, c'est que depuis fin 2022, début 2023, on est en Europe, partout en Europe, mais particulièrement en France, à un niveau de stress financier chez les Français, et du coup les salariés des entreprises, un niveau qui est plus élevé que l'était la Grèce en 2015 lors de la crise de la dette souveraine. Oui, on explique, hein, peut-être certains ne s'en souviennent pas, à l'époque on était sur une quasi-faillite de la Grèce, hein, c'est l'Europe qui est venue au secours du pays, mais il y avait pas plus de retraite, alors plus du tout, hein, là c'était pas les manifs pour l'âge de la retraite, hein, il n'y avait plus du tout, les services sociaux qui étaient fermés, donc niveau de stress évidemment de les populations. On est, Benjamin Honora, aujourd'hui dans le même niveau de stress c'est exactement que ces ça. Grecs. On a ce même niveau de stress. Si vous regardez tous les sondages qui sont sortis très récemment, vous avez 78% des Français qui sont inquiets pour l'avenir. Vous avez 72% des salariés des entreprises qui disent qu'ils sont directement impactés par l'inflation et que leur premier enjeu, c'est justement de se protéger de cette inflation-là. Et face à ça, malheureusement, seulement 22% vont dire l'entreprise fait suffisamment pour m'accompagner dans cette période-là. Et le rôle de Rosalie, justement, c'est d'apporter une solution à nos clients, à nos partenaires, pour que les entreprises puissent faire face à ça. Ouais, ça veut dire quand même que les 3/4 des Français, des collaborateurs ou des salariés aujourd'hui se disent quand même inquiets, stressés par cette situation ou inquiets vis-à-vis de l'avenir. Bon, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant, et pardon, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est un impact direct sur la productivité, sur l'absentéisme, sur le turnover des équipes, sur l'engagement. C'est un impact direct donc, sur l'économie de l'entreprise. Benjamin, vous nous parlez des chiffres 2022, début 2023, donc on est actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui a été rendu plus aigu à cause de cette crise sanitaire qu'on vient de connaître ? Alors, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, c'est, en tout cas nous, ce qu'on observe de côté Rosalie, il y a deux choses. La première, c'est oui, ça a été accentué, parce qu'il y a eu beaucoup de chômage partiel, il y a eu évidemment des licenciements économiques, et particulièrement dans le retail, dans la restauration, des secteurs qui ont été directement touchés par cette crise-là. Ça, c'est la partie peut-être très négative, mais il y a un élément positif qui est sorti de cette crise-là, c'est que ça a redonné ses lettres de noblesse aux DRH. Les DRH des entreprises ont joué un rôle stratégique pendant cette période-là, et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les organisations avec lesquelles on travaille, c'est que le ou la DRH est le membre du COMEX le plus influent, avec un périmètre d'action le plus large, et qui est réellement le moteur de l'organisation sur toute la partie l'attractivité, et énormément de choses. Ça va faire plaisir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puisque les DRH, je pense, sont nombreux. Mesdames, je vais vous faire témoigner. Alors, c'est vrai, on est influents, membres du COMEX. Vous avez une parole plus importante aujourd'hui ? On a des sujets on a plus de sujets, on a des sujets qui deviennent de plus en plus importants et donc qui sont de plus en plus regardés. Effectivement, comme le taux d'absentéisme, le taux de turnover, il y a eu et l'engagement qui est un vrai sujet d'après Covid. Il y a aussi qu'on a amélioré notre métier. Nous, on a, je pense, grandi de la crise du Covid, où on a commencé à écouter nos collaborateurs pour leur partie santé, parce que malgré tout, avec un peu de recul, avant la crise de Covid, la santé était gérée par la médecine du travail uniquement. Oui. Mais je vais plus loin, Cécile Ferlandin, c'était même un petit peu tabou de parler de sa santé au travail. C'était à la fois tabou, le seul qui intervenait, c'était le médecin du travail. Comme on le sait, c'est pas non plus une institution très représentée parfaite. Donc, on n'avait pas cette gestion forcément, c'était pas dans nos habitudes de gérer la santé de nos collaborateurs, de prendre en considération leur vie familiale aussi. Et là, ils ont télétravaillé avec leurs enfants qui étaient derrière. On a dû prendre en compte leurs besoins santé. Et tant mieux, ça nous a fait grandir, ça nous a fait prendre conscience de l'entièreté du collaborateur et de là où on pouvait intervenir en fait. Donc je pense que c'est notre métier qui a changé et donc effectivement on devient plus influent et plus écouté, je l'espère. Lydie Breton, le métier de DRH a changé ces dernières années ? Oui, ce qu'on a remarqué chez nous, c'est que le sujet de la santé mentale était vraiment compris et était positionné au premier plan. Donc ça nous a aidé à mettre en place des initiatives pour lesquelles on patinait un peu jusque-là. Et il y a une vraie fierté des comités exécutifs à prendre des décisions assez différentes de celles qu'on pouvait prendre par le passé, sans forcément attendre
immédiatement après des résultats sur la fidélisation, la rétention de nos salariés ou l'absentéisme, mais en se disant, OK, en tant qu'employeur, c'est notre responsabilité de pousser les choses dans cette direction-là aussi. Et donc, ça élargit le champ des possibles et c'est hyper intéressant de participer à ça. Il y a aussi peut-être l'accentuation des critères, les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment pour les groupes cotés, où c'est scruté maintenant par les analystes. Le S, la partie sociale ou de gouvernance aussi, comment on manage. Je pense que ça a joué aussi dans le fait de s'intéresser davantage à son salarié, au bien-être de son salarié. Chez nous, c'est plus lié à l'ADN de l'entreprise qui a toujours été très focalisé autour de l'esprit d'équipe, l'esprit de service et l'esprit de progrès, très attaché à la qualité de vie de nos salariés puisque notre positionnement porte sur la qualité de vie des organisations au service desquelles nous sommes. Donc, comme en effet miroir, on ne pouvait pas s'affranchir de ça de toute façon. Donc, ce n'est pas tant l'ESG vraiment un ADN très marqué. Et après, le fait de réaliser que partout autour, dans le monde qui nous entoure, ce sujet de santé mentale était une évidence à adresser. Ouais, prise de conscience, en tout cas, généralisée, on a l'impression. Peut-être pour rebondir sur ce que dit Lydie, c'est particulièrement intéressant. La naissance aussi de ce partenariat avec Sodexo, on partage des valeurs communes. Il y a évidemment des synergies très fortes sur la partie commerciale, sur la partie vision, mais aussi l'ADN de l'entreprise. Rosalie, on est B Corp, entreprise à mission, c'est-à-dire qu'au cœur de tout ce que nous faisons sur notre modèle économique, sur comment est-ce qu'on travaille avec nos collaborateurs et nos collaboratrices, comment est-ce qu'on travaille avec nos clients et nos partenaires, l'impact social est au cœur de tout ce qu'on met en place. Et je pense qu'on se retrouve beaucoup avec les équipes de Sodexo là-dessus. Pour revenir au stress financier, on va passer aux solutions dans un instant, mais juste sur le constat, je voulais juste savoir, Cécile, Lydie, est-ce que tous les âges, toutes les populations sont touchées ou il y en a qui souffrent davantage ? C'est ce qui a changé ces dernières années et ces derniers mois, plus précisément. Il y a toujours eu du stress financier dans certains métiers, donc dans certains niveaux de salaire. Aujourd'hui, ça s'élargit, effectivement. On se dit intuitivement, Cécile, que les petits salaires vont souffrir davantage de ce stress. Finalement, quand on a un salaire confortable, on est moins touché ou pas ? Les petits Benjamin salaires, dit non. les petits salaires, non, mais les petits salaires souffrent depuis longtemps du stress financier. Et ça, c'est un sujet qu'on a toujours traité en RH. Aujourd'hui, les salaires moyens aussi, et même tous les salaires, j'ai envie de dire, souffrent du stress financier, du stress. On parlait de stress financier ou de peur de l'avenir, c'est plus généraliste que financier. On a peur un petit peu de ce qui va nous arriver et de comment on va... C'est beaucoup plus court-termiste comme vision, on a peur un peu de l'avenir. Ouais, mais enfin, la dichotomie un peu col bleu, col blanc, voilà, les gens qui sont dans l'usine ou sur une chaîne, et puis par rapport à ceux qui sont dans les bureaux, on se disait peut-être on était moins touché par ce stress. Pas forcément. Aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde qui est touché par ce stress. Lydie Breton. Je suis assez d'accord avec Cécile, en fait, parce que qu'on parle de violences faites aux femmes, ça n'a pas de lien avec, contrairement à ce qu'on s'imagine, avec le milieu dans lequel on est ou le niveau de salaire que l'on a. Les danses, c'est pareil. Ça n'est pas qu'une question de soi avec ses parents, mais des fois, on peut être touché très tôt par ces situations des danses. Donc, en fait... nous, on n'a pas remarqué qu'il y avait une différence fondamentale sur le stress financier. Après, c'est sûr que plus votre salaire il est faible, plus des fois c'est au mois le mois et même les petits montants comptent fort. Sur des populations un peu plus col blanc, c'est la somme qui peut être nécessaire, qui peut être plus importante, mais en fait le niveau de stress il est identique. Bon, je ne sais pas si ça rassure ceux qui nous regardent. En tout cas, je vous rappelle, chers amis, qu'on est en direct. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va les prendre, on aura 10 minutes, un quart d'heure à la fin du webinaire. Donc, ne les posez pas à la fin, posez-les dès maintenant. Voilà pour le constat sur le stress financier. On va essayer de parler maintenant solutions, pistes de solutions pour pallier justement à ce stress financier. Benjamin Honora, je voudrais qu'on revienne justement sur ce que vous proposez chez Rosalie. Cette avance à compte sur salaire, vous allez nous donner la différence et la solution que vous proposez. Bien sûr. Rosalie, donc je vous le disais, on est le leader européen du bien-être financier dans les entreprises. Ça passe par 2 grands dispositifs qu'on va déployer chez nos clients. Un premier dispositif qu'on appelle le salaire à la demande, qui est un concept qui est inspiré des États-Unis et des pays anglo-saxons, où vous pouvez être payé quand vous le souhaitez, ou payé à la semaine, ou payé 2 fois par mois. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Je suis un collaborateur ou une collaboratrice de Bleu Libellule. J'ai automatiquement, via mon application Rosalie, accès à mon solde disponible qui correspond à mon salaire travaillé. Donc, j'ai travaillé 3 jours dans le mois. Je peux débloquer 3 jours de paye pour subvenir à un besoin, à une urgence
et éviter d'avoir recours au crédit à la consommation ou des couverts bancaires qui va avoir un impact direct sur mon reste à vivre et mon pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier dispositif qu'on met en place, qui fonctionne extrêmement bien et qui, malgré ce qu'on pourrait penser, ne va pas cibler que les collaborateurs, vous avez dit col bleu, mais on va dire col bleu ou les salariés de terrain, avec les revenus les plus modestes, mais aussi des profils dans les bureaux avec des salaires tout à fait moyens. Et le deuxième grand dispositif qu'on déploie dans les organisations, c'est l'éducation financière. C'est-à-dire qu'on va aider les salariés à monter en compétences sur la gestion budgétaire. On leur donne accès à des assistantes sociales quand ils ont des questions, quand il y a des besoins de renégocier certains contrats ou certains prêts. Pareil, des situations de surendettement qu'on va essayer de gérer via ces assistantes sociales. L'objectif derrière ça, si on réfléchit de l'assistance sociale, c'est déjà la mesure un petit peu extrême. Avant, est-ce que, de manière plus simple, comment bien gérer son budget, comment faire attention, peut-être il y a des trucs et astuces à connaître, des choses à mettre en place pour ceux qui sont tentés de dépenser beaucoup en début de mois. Bien sûr. Alors l'assistance sociale, c'est pas forcément en dernier recours justement. L'idée c'est que dès qu'on commence à se poser des questions, dès qu'on a besoin d'être accompagné et surtout quand on n'est pas sachant sur des sujets de finances personnelles, c'est important de se rapprocher de personnes qui sont compétentes sur le sujet. Et bien sûr, il y a des dispositifs de formation qu'on met directement dans notre application. Quand on réfléchit, si on prend un peu de hauteur, vous avez ce que j'aime bien appeler le curatif, qui est le salaire à la demande. C'est j'ai une urgence, je peux y répondre grâce à un acompte sur salaire que je débloque sur mon application. Et il y a le préventif, qui est l'éducation. Comment je ne me retrouve pas dans une situation où je suis à découvert, où j'ai besoin d'avoir des dépenses non prévues. Ouais, voilà. Donc salaire à la demande, c'est différent d'une avance, c'est-à-dire c'est vraiment des jours qu'on a déjà travaillé. Exactement. Et on a droit à ce salaire parce qu'on a déjà travaillé les jours. C'est pas quelque chose qui pourrait multiplier les problèmes de surendettement parce que si on a déjà consommé ce qu'on n'a pas travaillé, ça devient compliqué. Et c'est un droit des salariés aujourd'hui en France, que très peu connaissent, mais c'est un droit, bien sûr. Cette avance sur salaire, chez Bleu Libellule, vous l'avez mis en place, ça fonctionne, c'est utilisé, parce qu'il faut le dire, quand on n'a plus d'argent sur son compte, le découvert coûte extrêmement cher. Exactement, oui, ça fonctionne. Nous, on l'a mis en place pour 2 raisons. La première, c'était parce que justement, ça permettait à des collaborateurs qui, en fin de mois, étaient à découvert de ne plus l'être et donc de ne plus avoir de frais d'AGIO. Donc ça nous permettait, dans des moments où on ne peut pas forcément augmenter, de réduire les coûts bancaires. Donc on a fait ça pour une part, et puis on a fait ça aussi pour le côté liberté d'action. On trouve que c'est très d'actualité et très important, nous, dans notre politique managériale globale, de permettre aux collaborateurs d'être libres dans ses actions, et notamment dans le paiement de son propre salaire qu'il a déjà acquis. Globalement, tout collaborateur pourrait dire « j'ai fait ma journée de travail, je vais être payé ». Et c'est pas forcément que accompagner un stress financier et réduire un stress financier, c'est aussi apporter de la liberté aux collaborateurs, à des collaborateurs qui ont très envie en ce moment d'être parfois à leur compte, autonomes, et ça génère la confiance. Et nous, c'est toute cette philosophie que l'on va chercher. C'est vrai. Alors Lily Breton, on parle souvent de la fin du salariat. Voilà, tous entrepreneurs, c'est un peu la tarte à la crème parce qu'il reste quelques millions de salariés. Vous, quelles sont justement les solutions que vous avez mises en place pour pallier à ce stress? On parlait tout à l'heure des accidents de parcours, en fait, des ruptures qui interviennent. Vous essayez de les détecter et ensuite, comment on fait? Quelles sont les solutions qui sont mises en place chez Sodexo? Alors par exemple, on facilite l'accès au logement social. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui s'occupent spécifiquement d'accompagner nos salariés, parce que c'est quand même une démarche un peu compliquée, surtout quand on peut avoir quelques difficultés de lecture ou d'écriture, pour pouvoir prétendre à un logement social. Donc on a un accompagnement spécifique là-dessus. Donc le logement. Pour le logement, oui. Voilà. Et c'est un peu la pyramide de Maslow. On a décidé de commencer par adresser les besoins les plus essentiels, et petit à petit pour pouvoir aussi en adresser d'autres. Alors c'est intéressant, pyramide de Maslow. Donc premier grande brique, la sécurité, c'est-à-dire avoir un toit au-dessus de soi, pouvoir manger à sa faim. Ça paraît basique, mais c'est vrai que pour certains salariés, ça devient de plus en plus compliqué. Ça peut être très compliqué. Je pense assez facilement à des femmes chez nous qui s'occupent de leur famille toutes seules, qui ont 5 enfants à charge. Les repas, c'est un vrai sujet. Donc nous, comme on travaille dans la restauration, c'est aussi une façon de mettre en place des choses assez simples qui allient à la fois le fait de faire attention au gaspillage alimentaire, oui, et en même temps d'accompagner nos salariés quand ils sont dans ces situations de difficulté. On a aussi l'accompagnement quand on a un enfant qui arrive dans la famille. Donc on a des places en crèche que l'on réserve spécifiquement pour nos salariés.
On a le sujet aussi de tout l'accompagnement autour des décès, avec des équipes très formées qui accompagnent bien sûr ce sujet-là. Et on a le sujet de la proche-aidance que l'on vient de mettre en place avec Filariane, où là, tout au long du chemin, nos salariés ont accès à un accompagnement pour comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, savoir quelles sont les options qui s'offrent à eux, quel type de subvention, auquel type de subvention ils peuvent prétendre, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle fil Ariane, c'est vraiment le fil d'Ariane, arriver à démêler ce à quoi je peux avoir accès et qui peut me faciliter énormément la vie. Et c'est un poids dans la charge mentale qui s'allège énormément quand on les accompagne là-dessus. Des réactions déjà à notre débat. Une première question. Vous observez un lien entre le taux de turnover et le niveau de rémunération? Si je reformule, ça veut dire est-ce que nos salariés, plus ils sont payés, moins ils sont... Par exemple, oui. On ne l'a pas remarqué chez nous de cette manière-là, non. Je pense que de toute façon, si on est face à une telle difficulté, quel que soit finalement le niveau de salaire, ça peut être compliqué. Peut-être pour rebondir sur la question que je trouve particulièrement intéressante, nous, ce qu'on voit chez certains de nos clients qui ont des vraies demandes d'augmentation des salaires, et en fait, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire, et surtout avec le contexte économique, c'est parfois compliqué. De travailler avec des dispositifs comme Rosalie, ça permet d'apporter un premier niveau de réponse à ces salariés qui demandent justement avoir un niveau de salaire plus élevé, qui n'est pas forcément toujours le problème, ils veulent simplement avoir plus de reste à vivre. De pouvoir d'achat, bien exactement. Sûr. Et on participe justement à ce sujet-là. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais des solutions comme Sodexo Pass France, ça aide aussi, parce qu'on a mis bout à bout, tous ces avantages, ils sont assez considérables pour le salarié. Et on le voit d'autant plus que quand on est auto-entrepreneur, ce n'est pas du tout la même chose. Donc être dans ces sociétés qui proposent ce genre de package, comme on dit, ça participe aussi, que ce soit, alors on peut les énumérer, chèques vacances, les comités d'entreprise, etc. Lydie Breton, c'est vrai que ça joue, ça aussi, c'est bien pour le pouvoir d'achat. Oui, alors nous, on s'est aperçu que ça avait une incidence sur l'absentéisme, sur la rétention aussi de nos salariés. Parce qu'il y a une vraie attention qui est portée à leur situation, au-delà, en plus évidemment, de réduire le stress financier et cette tension sur ce que tu appelles le reste à vivre qui est très juste, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que non, mais c'est intéressant parce qu'avoir un bon CE, je me souviens, c'était une expression entre salariés quand on compare un peu. C'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ces avantages. Et au-delà, surtout, je pense aussi d'être accompagné, d'avoir, comme vous disiez tout à l'heure, Cécile, peut-être aussi des gens à l'écoute, de savoir qu'on peut aller taper à la porte du DRH pour expliquer sa situation, c'est déjà pas évident. Donc c'est une démarche vraiment, il faut être à l'écoute, comme vous disiez tout à l'heure. C'est au-delà du financier aujourd'hui. Ce que recherche un collaborateur, c'est effectivement d'être entendu, d'être écouté dans les moments compliqués et d'avoir le sentiment d'être compris. L'indulgence, la bienveillance, et d'ailleurs c'est très cité. Pour avoir du bien-être au travail, il faut cette bienveillance, il faut cette confiance et il faut cette écoute. Donc ça passe au-delà de l'accompagnement financier, mais l'accompagnement pour le stress financier est une des mesures qui peuvent nous permettre le bien-être. Ouais, et pourtant, accompagnement, bienveillance, c'est pas forcément ce qui vient en tête. On vient quand même au travail pour travailler, pour gagner sa vie quelque part. C'est intéressant de le savoir, mais j'ai envie de poser la question, comment on fait savoir, comment on fait savoir aux salariés, aux collaborateurs que ces solutions existent, comment vous le faites, vous, chez Sodexo? Alors, il y a un gros enjeu de communication, donc ça veut dire que les services de DRH doivent vraiment travailler main dans la main avec la communication, surtout quand on est, comme Bleu Libellule et Sodexo, dispatchés sur des sites répartis partout. Ensuite, il y a... revenir aussi sur ce sujet d'écoute. Nous, on a accompagné tout un programme de transformation autour de l'empathie et du collectif. Et finalement, ça met beaucoup de cohérence quand on met en place des actions comme celle-là. Et là, je repense à la proche-aidance parce qu'on vient dire, en amont du déploiement, on vient dire au manager, voilà ce qui peut se passer dans ton équipe. Et il y a des proportions dans la proche-aidance qui sont tellement élevées que sur une équipe de 10 personnes, il y a des chances pour que tu en aies 2 dans ton équipe qui soient concernés. Donc, il faut que tu sois à l'écoute. Et pour ça, on donne un peu un mode d'emploi qui aide, qui guide, qui permet de poser des questions et de regarder derrière de l'absentéisme ou derrière une baisse supposée de productivité ce qu'il peut y avoir. Et donc, tirer un fil, un vrai fil de l'écoute, de je me mets à ta place et OK, on va cheminer ensemble parce qu'en plus, on peut te proposer des solutions. J'imagine un exemple, vous me dites si c'est correct, c'est-à-dire sensibiliser le manager à ce que peut-être, plutôt que d'engueuler celui ou celle qui arrive en retard tous les matins, essayer de creuser un peu pour savoir d'où ça vient. Exactement. Il y a peut-être une situation, un enfant qu'il faut amener à l'école, qui a des problèmes. Parce que la personne vient de se séparer. Donc, c'est prendre ce temps de l'écoute avant de sauter sur une conclusion
qui est plutôt de l'ordre du jugement que de l'ordre de la bienveillance. Comment c'est pris par les managers quand on leur explique ça? Ils sont réceptifs justement, parce qu'ils pourraient se dire c'est pas mon boulot, moi je suis pas payé pour faire du DRH finalement à votre place. Ils sont réceptifs, mais ils sont réceptifs parce qu'on a expliqué le sens de l'empathie et de comment est-ce qu'on veut se transformer tous. Donc oui, il y en a qui vont le faire beaucoup plus facilement que d'autres parce que c'est assez simple et naturel. Et il y en a qu'il faut accompagner davantage sur ce chemin-là. Mais c'est vraiment pour nous, c'est une cohérence qui permet de dire oui, on va te demander d'écouter, mais quelque part, on t'a donné les billes pour aussi apprendre à mieux le faire, à mieux poser des questions et à être dans ce non-jugement. Réaction de deux amis qui suivent ce webinaire. Est-ce que le bien-être financier des employés se démocratise auprès des ressources humaines en France aujourd'hui? C'est votre sentiment? Démocratisation de ce bien-être financier, on en parle? Oui, je rebondis sur la partie management de proximité où on demande de l'indulgence et de la compréhension à nos managers. Souvent, quand ils doivent écouter les collaborateurs sur des sujets comme financiers, par exemple, ils ont l'impression de faire du RH. Et ils nous disent, moi, je ne sais pas faire de RH, mais en fait, ce n'est pas du RH. Dans le management, il y a l'écoute. Et dans le management de proximité, et particulièrement, il y a de l'accompagnement et des sujets comme le stress financier. Le collaborateur va en parler en priorité à son manager de proximité, parce qu'on est, je prends l'exemple des Bleus Libellules, on a des petites unités qui sont partout en France, et ils n'ont pas naturellement encore le réflexe, parce qu'il y a cette gêne, de prendre leur téléphone et d'appeler le service RH et de dire j'ai un problème financier. Par contre, ils pourraient en parler lors d'un feedback ou d'un échange hebdomadaire avec leurs collaborateurs, avec leur manager, en disant voilà, j'ai un problème, je suis arrivé en retard parce que j'ai dû passer à la banque, voilà, et ça, nos managers, ils doivent l'entendre et ils doivent pouvoir le déceler. C'est là où je suis d'accord avec vous. Ils doivent pouvoir le déceler et dire, il y a des solutions, appelle le service RH ou je vais les appeler avec toi et on va trouver une solution. Ou alors, si c'est digitalisé, c'est encore mieux, comme peut l'être Rosalie. Benjamin. Oui, c'est hyper intéressant. Et pour rebondir là-dessus, quand on va déployer dans une organisation, le management de proximité vont faire partie des parties prenantes. On va former, on parlait d'éducation financière tout à l'heure, on va éduquer ces managers de proximité sur en fait, comment est-ce qu'on décèle une situation critique pour un collaborateur, comment est-ce qu'on l'accompagne, et surtout en lui présentant le ROI direct qu'il y aura sur son activité à lui. Alors on traduit les acronymes. Le retour sur investissement direct. Si tu accompagnes mieux tes collaborateurs et tes collaboratrices dans leur quotidien et notamment dans leur bien-être financier, en fait, tu auras moins de churn, tu auras moins de départ dans ton équipe. Si tu as moins de départ, tu as moins besoin de recruter, tu es moins en tension. Donc en fait, ton service, ton département tourne beaucoup plus facilement et aisément. Et peut-être pour rebondir aussi sur la question sur la démocratisation du bien-être financier, et je vais reprendre votre exemple, Lydie, sur la pyramide de Maslow. On a vu une grande tendance de fond pendant quelques années sur les bénéfices salariés qui tournaient autour du yoga, par exemple, ou mettre des tables de ping-pong dans les organisations. Le fameux baby-foot. Le fameux baby-foot. Qui est garant du bonheur dans l'entreprise, pas forcément, finalement. Ce qui est, je suis tout à fait pour, je trouve ça vachement bien. Mais c'est vrai que moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on met en place un baby-foot ou qu'on met en place des cours de yoga, si je suis dans le rouge à partir du 5 ou du 10 du mois, ou si je suis stressé par rapport à ma situation financière à la maison, en fait, il faut qu'on réadresse la base de la pyramide de Maslow, qui est en fait ce besoin de sécurité, ce besoin de se sentir en sécurité chez soi et dans ses finances personnelles. On a une question pour vous, Benjamin. Comment faire comprendre ce stress financier à un employeur qui ne serait pas à l'écoute? Pas évident. C'est une très bonne question et au plus les groupes sont de très grande taille et si parfois les DRH n'ont pas eu toujours une expérience de RH de proximité ou connaissent pas forcément le métier ou la vie d'un collaborateur, d'une collaboratrice terrain, moi ce que je leur dis toujours c'est allez vous rendre dans une usine, allez vous rendre dans un magasin, dans un dépôt logistique et demandez-leur est-ce que c'est difficile, est-ce qu'ils sont régulièrement à découvert, demandez à votre gestionnaire de la paye est-ce qu'il ou elle a de plus en plus d'ATD, donc de retenue sur salaire, et vous aurez un constat direct de la situation que vivent les salariés avec les revenus les plus modestes. Les ATD, les DRH sont informés quand il y a une... C'est eux qui c'est nous qui les gérons. C'est eux qui les gèrent, bien sûr. Oui. Avis à tiers détenteur. Avis à tiers détenteur. L'acronyme, c'est quand on ponctionne directement parce que vous n'avez pas payé, par exemple, vos amendes. Et c'est en explosion aujourd'hui. C'est en explosion. C'est en explosion en France, bien sûr. Ouais, et donc ça vous met en plus dans la panade parce que évidemment la contravention augmente
Ça monte à plusieurs centaines d'euros. Lydie, j'ai une question pour vous concernant, on parle beaucoup des millennials, voilà, d'une nouvelle génération. Alors c'est vrai que le monde du travail est en plein bouleversement, il y a l'irruption du télétravail, on expérimente tous depuis quelques années, peut-être moins sur des magasins physiques où il faut être au bureau, enfin sur les points de vente. Est-ce que justement ces millennials, on sait qu'ils ont des envies un petit peu différentes, alors on le sait, ils sont touchés par le stress financier, est-ce qu'ils sont peut-être plus libérés dans leurs paroles, est-ce qu'ils viennent vous voir plus facilement ? Qu'est-ce que vous constatez sur cette tranche d'âge ? Ils viennent pas forcément voir plus facilement, mais ils vont partir plus facilement. D'accord. Donc c'est important qu'ils aient l'information finalement disponible assez tôt et que cette information-là elle soit accessible, d'où l'importance d'avoir des managers de proximité qui soient bien affûtés sur le sujet. Et puis ce qui est intéressant aussi vis-à-vis des millennials, c'est que finalement, même s'ils ne se sentent pas bénéficiaires à court terme de ces initiatives-là, autour de la proche aidance ou de l'arrivée d'un enfant, de savoir que l'entreprise, elle met ça à disposition, c'est aussi le signe de son implication, son sens de la responsabilité, sa philosophie, sa raison d'être. Et finalement, c'est ça aussi qui peut les accrocher et les rendre plus fidèles à une organisation. Parce qu'ils disent, OK, là, même si on n'en a pas besoin tout de suite, c'est là peut-être pour un peu plus tard, et ça veut dire que c'est une bonne boîte. Oui, c'est vrai que c'est des populations, il paraît, plus volatiles. Hein. On arrive vite, mais on part aussi très vite si on n'est pas content ou si l'entreprise n'est pas à la hauteur. Ils ont été habitués à un environnement plus volatile, donc forcément, ils sont plus impatients. Et ils ne vont pas forcément demander, mais effectivement, ils vont partir. D'où l'intérêt de la digitalisation de l'information. Et ils vous préviennent quand même ou c'est bon, j'arrête ? Non, ils ne préviennent pas et c'est j'arrête. Et c'est rapide et c'est quand on le sait, c'est définitif. Et ça, c'est problématique. Il faut vraiment qu'on sache anticiper, notamment dans le retail. Nous, c'est une vraie problématique. Et pour ça, il faut de l'information digitalisée et surtout beaucoup d'autonomie. Il faut que s'ils ont un problème, ils puissent avoir toutes les clés pour le régler eux-mêmes. Ils ont besoin de cette autonomie dans leur gestion et cette liberté d'action. Quelles entreprises ou secteurs d'activité sont aujourd'hui considérés comme des exemples à suivre sur ces sujets du stress financier ? Benjamin, je me tourne vers vous parce que vous nous disiez tout à l'heure la solution Rosalie, elle vient des États-Unis où c'est vrai qu'on est habitué à un paiement fractionné à la semaine ou tous les 15 jours. Donc vous l'avez adapté à la France, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres bonnes pratiques qu'on pourrait importer ? Alors, peut-être pour rebondir sur la question en termes de secteur, évidemment, le retail, c'est un secteur où ça fonctionne particulièrement bien. Globalement, si vous prenez des entreprises ou des secteurs dans lesquels vous avez une très forte part de collaborateurs et de collaboratrices terrain avec des revenus modestes, c'est ceux qui vivent l'inflation de plein fouet. Le patron de Système U en parlait il y a 3 semaines, je crois. Sur l'alimentaire, en juin 2023, vous allez avoir entre 23 et 25% d'inflation. En fait, ça, quelle que soit même la catégorie sociale ou quel que soit votre niveau de revenu, tout le monde va le vivre, va le ressentir. Donc voilà, nous ce qu'on voit beaucoup c'est dans le retail, le secteur de la construction, restauration, hôtellerie, un impact très fort de ce qu'on peut faire. Très bien, on va maintenant aborder la troisième partie, le constat, les pistes de solutions, on l'a évoqué. Et puis, bien sûr, voilà, quand on met des actions en place, il faut aussi mesurer l'efficacité de ces politiques de réduction de stress financier. Cécile, on démarre avec vous. Sur ce que vous avez mis en place, déjà, est-ce que vous notez une amélioration donc, dans les principaux indicateurs effectivement, turnover, l'absentéisme, des gens qui partent, des gens qui restent. Est-ce que vous avez mesuré assez précisément ce qui s'est passé avant, après ? Alors, c'est très difficile de mesurer puisque nous, on a commencé dans une période après Covid aussi, donc tous les indicateurs ont été bouleversés. C'est compliqué de comparer. Mais si on compare aujourd'hui le taux de turnover sur les personnes qui utilisent Rosalie chez nous a baissé de 40%. Donc ça, c'est quand même un chiffre assez marquant. Sachant qu'on a des indicateurs qui ont flambé, surtout un taux d'absentéisme qui est à 8,5% alors qu'on était autour de 3-4. On a vraiment un taux de turnover qui a augmenté aussi. Donc ce sont des bonnes nouvelles quand on voit... Donc vous avez réussi à peut-être inverser la courbe un petit peu ? Exactement. Alors sur les personnes qui utilisent Rosalie, et ce n'est pas tout le monde malheureusement, mais ça montre en fait que quand on peut apporter une solution
qui va leur apporter une liberté et de l'autonomie. Ça va tout de suite jouer sur le bien-être financier, mais plus global. Et donc, ça va permettre une rétention de nos collaborateurs. Et c'est dans ce sens qu'on doit travailler aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est de garder nos collaborateurs le plus longtemps possible. Ouais, notre sujet du jour, bien sûr, c'est le stress financier. Lydie Breton, est-ce qu'il y a justement un baromètre, une espèce de mesure du stress financier, ou c'est, j'allais dire, à la louche? Non, on n'a pas de baromètre spécifique du stress financier. Après, on vient compiler différents indicateurs pour se dire, voir un petit peu où on en est. Et on vient de terminer notre baromètre interne de cette année. Les chiffres ne sont pas encore complètement stabilisés, mais on voit qu'il y a une amélioration vraiment conséquente de l'engagement et une énorme amélioration sur la capacité à se projeter positivement dans l'avenir. C'est un des indicateurs qui a été extrêmement boosté. Donc on va difficilement faire le lien entre quelle action exacte a permis tout ça. Je pense que c'est plutôt un faisceau d'événements, d'initiatives et de projets. Mais on voit que ça se matérialise dans les taux d'engagement, les taux d'absentéisme et les taux de fidélisation. Justement sur les politiques d'écoute que vous avez mises en place, là aussi ça porte ses fruits. On parlait tout à l'heure des managers, ils s'emparent du sujet, ils sont plus proactifs, ils essayent de déceler peut-être des situations critiques avant qu'elles ne surviennent. Ça commence. C'est long. Pour l'instant, on est plus dans la compréhension de je sais où je peux aller quand je suis confrontée à une situation difficile. C'est déjà un premier pas. On n'est pas encore tout à fait dans l'anticipation, mais on sent que c'est le début d'un cercle vertueux. Et après, il faut continuer à mettre en place des choses pour que ça vive et que ce soit ressenti vraiment à tous les étages de l'organisation. C'est ça qui est vraiment... Ouais. Vous organisez, je crois, des séminaires, c'est ça, pour que... Là aussi, la parole se libère, entraîner les managers à... Oui, on a plein de dispositifs différents, entre autres le programme du leadership empathique et collectif, où on apprend à chacun à parler de ses émotions, à comprendre à quoi servent les émotions, ce que ça vient toucher du doigt. Et quand on se comprend mieux soi-même, on est évidemment bien plus à même de mieux comprendre les autres, de faire de l'empathie et d'avancer ensemble dans une direction commune. Tiens, mesdames, une question. Si j'ai peu de demandes d'acompte sur salaire, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de stress financier dans mon entreprise? Cécile? Non, ça peut vouloir dire que soit le process n'est pas assez simple. Des fois, dans beaucoup d'entreprises, on doit demander à son manager pour ensuite avoir un acompte et la plupart du temps, on n'a pas envie d'échanger sur ces sujets-là. Donc, on peut avoir dans une entreprise peu de demandes d'acompte simplement parce que le process n'est pas bon. Avoir beaucoup de demandes d'acompte ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de stress financier. Je pense qu'au contraire, si on demande plus d'acompte, on a moins de stress financier. Si nos collaborateurs sont libres de le demander, ça veut dire qu'ils sont libres de gérer leur argent, donc ils auront moins de stress. Moi, j'aurais dit que c'était le contraire. Sachant qu'il faut être attentif aussi, Lydie, si on a trop de demandes, à un moment, ça peut aussi être symptomatique d'une situation un peu tendue. Oui, nous, on regarde comment les choses évoluent selon les mois, quelle est la dynamique. Si une personne, elle fait appel à ce type d'avance de manière récurrente et de plus en plus importante, et là, on va plutôt aller chercher le conseil sur la gestion budgétaire. Donc, comment est-ce qu'on peut l'accompagner sur, OK, c'est quoi les dépenses? Qu'est-ce qui fait que tous les mois, tu es dans le rouge? Comment on peut t'aider pour ça? Quelles aides tu peux avoir, etc. Oui, Benjamin, une question pour vous. C'est facile à déployer comme solution pour les différentes organisations? Par exemple, la solution Rosalie, l'avance sur salaire, enfin le fractionnement du salaire. Fractionnement du salaire, oui, c'est un dispositif qui est assez simple à mettre en œuvre. Je pense qu'on a mis une semaine ou une semaine et demie à mettre en œuvre. Une semaine simplement, très bien. Oui, ça peut aller très vite. On a travaillé pendant 1 an et demi sur le produit avant de le lancer sur le marché. Donc en fait, on s'est intégré à tous les logiciels de paie les plus importants du marché et tous les logiciels de gestion du temps de travail, ce qu'on appelle les GTA, pour reprendre le jargon. Donc en fait, quand on va travailler avec une organisation, on va se connecter avec ces deux solutions-là, donc de manière assez automatique. Donc le plus rapide qu'on peut faire, c'est 48 heures, et le plus long, ça doit prendre 1 mois et demi. Donc c'est relativement fluide et ça s'adapte à tous les systèmes, quel que soit le système. Exactement. Tiens, une question, est-ce que vous nous avez parlé tout à l'heure d'éducation financière, est-ce qu'au-delà de la solution technique que vous proposez, d'acompte sur salaire, il y a une solution aussi de coaching financier? Oui, vous avez les deux, vous avez à la fois du coaching budgétaire et vous avez l'accès à un réseau d'assistantes sociales et de conseillers ou conseillères en éducation sociale et familiale. En fait, c'est des personnes qui vont vous accompagner sur des questions très spécifiques. Comment je gère mon budget, comment est-ce que je gère mes dépenses, comment est-ce que je m'organise. Encore une fois, il y a une statistique qui est très intéressante. Vous avez 52% des Français qui aimeraient pouvoir gérer leur budget à la semaine et pas au mois.
Ah En oui. fait, ça le décomplexifie, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui existait il y a Puis on aurait- 40-50 ans, c'est ce qu'on faisait déjà. On aurait 4 fiches de paye dans le monde, en tout cas on aurait 4 fois son salaire. Bon. Mais c'est surtout sûr, plus simple de se il serait projeter sur une fractionné. semaine, ouais. Bien évidemment. On parle, juste il nous reste une minute avant de parler aux questions-réponses proprement dites, même si elles tombent. Quelles sont les autres mesures qu'on peut imaginer, Cécile, Fernandin, par exemple, ce que vous avez mis en place chez Bleu Libellule pour diminuer ce stress financier, pour aider les collaborateurs? Vous nous parlez justement d'autonomie, de gens Oui. qui veulent de plus en plus avoir la main non seulement sur son salaire, peut-être à la semaine, mais également sur son temps de travail. Oui, alors nous, ce qu'on a mis en place maintenant depuis 2 semestres, c'est le temps de travail choisi. Donc on avait réfléchi à la semaine de 4 jours, ça serait notre débat. Prochain webinaire. D'accord, qui effectivement avait un impact économique et sur la santé aussi de nos collaborateurs. Donc ça me plaisait pas forcément. Par contre, le fait qu'on puisse moduler son temps de travail, je trouvais ça vraiment opportun dans le sens où on a des collaborateurs qui pendant 6 mois vont me dire je veux moins travailler parce que je veux m'occuper de mon enfant qui est rentré au CP par exemple, ou à contrario un collaborateur qui veut acheter une maison et qui veut augmenter ses dernières feuilles de paye et qui va augmenter son temps de travail pendant 6 mois Pour aller Donc, voir le banquier avec, pour aller une belle feuille avec de un paye. peu plus D'accord. d'argent. Donc ça fait, on permet d'aller entre 28 heures et 39 heures. D'accord. Je peux baisser jusqu'à 28 et augmenter jusqu'à 39, payer 39 et payer 28. Donc, Quelle est la tendance aujourd'hui? on a près de 10% de nos collaborateurs qui ont choisi ce mode de 10%, donc d'accord, c'est un sur même, 10. oui, on est presque à 140, je crois. Donc c'est un peu plus de 10%. Donc ça montre que ça répond vraiment à un besoin. Aussi cette recherche d'autonomie et presque d'entrepreneuriat, de travailler un peu plus quand j'en ai envie et un peu moins quand j'en ai envie. Et donc, en plus, Rosalie nous accompagne, c'est-à-dire que dès qu'on les passe à 28 heures, mais ils peuvent se déclencher leur salaire, mais en fonction de ce qu'ils ont, de leurs 28 heures. Et quand ils passent à 39 heures, ils peuvent se déclencher leur salaire avec les heures supplémentaires inclus dedans. D'accord, donc 10% qui ont opté pour cette solution. Oui. Est-ce que les gens travaillent plutôt plus ou plutôt moins? Donc, c'est là où on voit le stress financier. Les gens travaillent beaucoup plus. Ah d'accord, donc ils augmentent à 39 heures. Ils augmentent, la majorité augmente. La majorité. Quelques mamans baissent un peu, mais la majorité augmente. C'est un dispositif à l'année ou C'est par semestre. Par semestre, C'est d'accord. par semestre. Lydie Breton, ça vous étonne là, qu'en ce moment, avec le stress financier, avec la baisse du pouvoir d'achat, on ait envie de faire des heures supplémentaires ou d'augmenter sa marge de travail? Non, c'est étonnant ni dans un sens ni dans un autre. Et c'est tout l'intérêt des initiatives qu'on peut proposer, c'est de pouvoir le faire à géométrie variable pour répondre à différents cas de figure. Et donc je comprends tout à fait ces mamans, moi qui travaille à 80% depuis déjà quelques années. C'est voilà, où chacun place son équilibre et le plus important c'est d'avoir un espace de parole où on peut échanger avec son manager et trouver finalement chaussure à son pied dans les initiatives qui sont mêmes proposées. questions, on voit par exemple par rapport à peut-être des situations compliquées, sans parler des situations extrêmes, là par rapport à l'inflation dont parlait Benjamin, de se dire, voilà, peut-être des gens qui étaient au 4-5e se disent on n'a plus les moyens aujourd'hui voilà, de faire l'impasse sur le mercredi, une maman qui se remet à travailler, ça existe? Oui, nous on a des salariés qui sont dans le milieu scolaire, donc qui ne travaillent pas pendant les vacances scolaires. Donc à chaque fois, on les accompagne pour qu'ils soient repositionnés sur d'autres segments d'activité de Sodexo où ils vont pouvoir finalement compléter leur salaire ou l'absence de salaire pour ces périodes de vacances scolaires. Donc oui, évidemment, c'est un sujet et c'est hyper important que l'entreprise elle puisse proposer ça. Oui. Ça dépend des revenus, en fait, parce que un collaborateur, s'il a un bas salaire, finalement, travailler un jour de plus, s'il n'habite pas à côté, s'il doit payer la crèche, la nounou, la voiture. des fois, le calcul est non, et ça ne va pas leur apporter plus de revenus de repasser à 5 jours travaillés. Très bien, on arrive... Oui, Benjamin. Ce qui est très intéressant dans les deux cas, c'est que en fait, ça vient nourrir des tendances de fond, c'est la responsabilisation, l'autonomie et la flexibilité du travail, du salaire, du mode de fonctionnement. Je travaille à distance, je travaille en présentiel. C'est une tendance de fond qu'on voit et alors, de plus en plus avec les salariés millénials. Exactement. On arrive au terme de nos échanges. On a pris les questions au fur et à mesure, donc on a pu les intégrer. Effectivement, en tout cas, c'était passionnant ce débat sur le stress financier. J'espère que ça va aider tous ceux qui nous ont regardés, les DRH. En tout cas, merci de vous être connectés en ce début d'après-midi. On était plus de 200 participants pour ce webinaire Sodexo. Le lien, d'ailleurs, vous sera envoyé dans les prochains jours à tous les participants. Et puis, merci au studio Jab qui nous a accueillis, Sodexo Pass France, pour avoir, bien sûr, organisé
organisé ce webinaire. Merci également à nos experts et invités du jour, Cécile Ferlandin, DRH du groupe Libellu, Lydie Breton, directrice innovation sociale du groupe Sodexo, et Benjamin Honorat, directeur des ventes de Rosalie. Et bien, quant à nous, on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour un prochain webinaire Sodexo. À très bientôt.